Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans le Forum des vins alcool bio, donc notre programme de conférence du salon Millésime Bio. Merci d'être présent aujourd'hui. On commence ces conférences de Millésime Bio de la 33e édition du salon, en accueillant une présentation de l'étude que nous avons réalisée avec l'Obsoco cette année, l'Observatoire de Société et Consommation, pour Millésime Bio 2026. Donc, qui sont les consommateurs de vin bio en France aujourd'hui? Nous accueillons, merci, Guénaëlle Gault, vous êtes directrice de l'Obsoco. Vous allez nous présenter effectivement les résultats de cette étude et l'intérêt également de pouvoir identifier assez précisément quand même quels sont tous ces consommateurs de vin bio aujourd'hui. Et puis nous continuerons aussi, et puis nous échangerons avec Laurence Foréon. Bonjour, vous êtes directrice adjointe de l'agence bio, et donc vous avez aussi une vision sur la consommation du bio en général, donc ça sera intéressant aussi de pouvoir échanger sur ces deux aspects. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous et merci de cette invitation. Alors effectivement, je suis contente de vous présenter aujourd'hui les résultats, alors les principaux résultats, parce que c'est une grande étude que nous avons réalisée avec Sud Vin Bio sur les consommateurs de vin bio, mais pas que, on va voir, parce qu'on s'est aussi intéressé à ceux qui pourraient évidemment consommer davantage de vin bio. Et donc, alors juste une petite préambule méthodologique comme il se doit. C'est une enquête que nous avons réalisée. Alors on l'a réalisée auprès d'un échantillon national représentatif de 2500 Français, et la plupart des résultats, on les a évidemment isolés sur les 2000 personnes qui consomment de l'alcool, des boissons alcoolisées. Pour ne plus, on a retiré ceux qui ne consomment jamais d'alcool. C'est 22% des Français qui ne consomment jamais d'alcool. Et donc, on s'est concentré ensuite sur, évidemment, ceux qui nous intéressent. Et cette enquête, on l'a réalisée en septembre dernier. Alors, d'abord, je vais vous parler des consommateurs de vin biologiques, et ensuite, plutôt de la façon dont ils envisagent, ils se représentent ce que c'est que le vin bio, la façon dont les traits d'image en fait du vin bio, les bénéfices, tout ce qu'ils attribuent en fait au vin bio, et notamment des attributs qui vont être plus autour de l'environnement et de la santé. On va le voir, mais des freins aussi. Qui persistent à la consommation de vin bio. Et puis je terminerai par un portrait de Français, parce qu'aujourd'hui justement, on ne peut plus tout à fait parler du grand public en général, ou des consommateurs en général, ou du consommateur moyen. En réalité, il faut s'adresser à des consommateurs en allant un petit peu plus dans la granularité, essayer de comprendre ce qui fait la particularité de certains consommateurs. Et là, on va avoir différents profils parce qu'on voit précisément que par rapport au vin bio, tous les Français ne se comportent pas et n'ont pas les mêmes représentations. Donc c'est effectivement intéressant, si vous parlez de vin bio, d'avoir cela en tête quand vous parlez à des consommateurs. Ils ne sont pas tous logés à la même enseigne, et ça permet du coup d'adopter un petit peu le point de vue de là où ils en sont, de leur compréhension de ce que c'est que le vin bio, et y compris même de leurs préjugés par rapport au vin bio. Alors d'abord, la consommation de vin biologique. Alors c'est ce que je vous disais aujourd'hui, il y a 22% de Français qui ne consomment jamais d'alcool. Et donc, fortiori, il y en a une proportion qui en consomme régulièrement, et parmi eux, parmi les 69% de Français qui consomment du vin, en fait, il y a 22% qui consomment jamais d'alcool, et puis il y a une proportion qui consomme pas de vin, et il y a 69% qui consomment du vin. Et parmi ceux-là, il y en a plus de la moitié qui consomment du vin biologique. Ça veut dire que, grosso modo, on est autour de 39%, 38 et quelques, 39% des consommateurs de vin qui consomment du vin bio. Donc c'est pas anecdotique du tout. Et ce qu'on voit en revanche, c'est que c'est une consommation qui est beaucoup plus occasionnelle. Vous le voyez sur la droite. On voit que il y a à peu près 9
des consommateurs qui en consomment un peu plus d'une fois par mois. 20% qui en consomment une fois, 10% une fois par mois. Donc en tout, on voit bien que c'est une consommation qui est assez occasionnelle. Mais quand même, voilà, 39% des consommateurs de vin qui consomment du vin bio. Alors ce qui est intéressant, là vous voyez l'ensemble des Français sur la gauche, puis sur la droite vous avez ceux qui consomment pas du tout d'alcool, ceux qui consomment pas du tout de vin, ceux qui consomment que du vin ou du vin conventionnel, ou pas que, mais ceux qui consomment du vin conventionnel, et puis les consommateurs de vin bio. Et c'est trié par âge. Alors c'est un petit peu compliqué, je vous laisse rentrer dans le graphique, mais ce qui est intéressant par rapport à ce que je vous disais là, c'est que, bon, évidemment, quand on regarde en rouge, ce sont les plus jeunes. Donc vous voyez, les plus jeunes sont en beaucoup plus forte proportion chez les non-consommateurs d'alcool. Ils sont 33% des plus jeunes à ne pas consommer d'alcool. 22%, je vous rappelle, de l'ensemble des Français. Donc il y a davantage de non-consommateurs d'alcool chez les plus jeunes, davantage encore de non-consommateurs de vin chez les plus jeunes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est quand ils consomment du vin, les plus jeunes consomment davantage que les autres du vin biologique. Vous le voyez là, 31% pour 18% du vin conventionnel. Donc c'est intéressant, ces jeunes, parce que c'est effectivement le marché de demain. Moins d'alcool, moins de vin, mais quand il y a du vin, il y a davantage de vin biologique. Donc ça, c'est un premier enseignement qui est assez intéressant quand on regarde et qu'on trie nos données. Ensuite, ce que l'on voit quand on continue à explorer un peu ces données des consommateurs de vin bio, c'est que, vous le voyez à gauche, hein, plus on est diplômé, plus on va consommer du vin bio et plus on va le consommer aussi régulièrement. De la même façon, plus on est à l'aise financièrement, plus on va consommer aussi du vin bio, vous le voyez sur la droite. Donc des consommateurs de vin bio qui sont donc plus jeunes, plus diplômés et aussi plus aisés. Donc c'est les premiers enseignements qu'on peut tirer de ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est aussi, alors il y a 70%, on le voit aujourd'hui, et ça va être important aussi pour nous, il y a 70% des Français, de manière générale, et là on trie sur les consommateurs d'alcool, hein, maintenant je ne vais plus quasiment vous parler que des consommateurs d'alcool, mais parmi eux, il y a 70% des gens qui sont inquiets des effets possibles sur leur santé des aliments qu'ils consomment, de ce qu'ils ingèrent en fait, 70%. Ça, dans nos enquêtes à l'Obsoco, on a vu cette proportion vraiment monter en puissance depuis 15 ans maintenant, hein, et elle est très importante, on a même 13% qui sont très inquiets. Donc il y a cette inquiétude, on les voit aussi de plus en plus attentifs, c'est pas tout à fait la même question, mais c'est ce qu'on voit dans nos études, par rapport à l'alimentation, par rapport à ce que l'on consomme, eh bien il y a cette inquiétude-là. Ce qui est intéressant, et vous le voyez sur la droite, c'est que justement, en fait, les consommateurs de vin bio, par rapport, alors ils se distinguent des consommateurs de conventionnels parce qu'ils sont aussi plus préoccupés que les consommateurs de conventionnels. Ils sont à peu près au même niveau que ceux qui ne consomment pas de vin du tout. Donc on a une inquiétude à l'égard des effets de l'alimentation sur sa santé qui est plus prononcée aussi chez les consommateurs de vin bio. Donc plus jeunes, plus diplômés, plus aisés, plus inquiets et attentifs quant à sa santé que les consommateurs de vin conventionnels. Ce sont aussi davantage des adeptes de ce qu'on appelle et qui montent en puissance également, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la consommation d'alcool évidemment diminue de manière assez importante depuis 30-40 ans, que la consommation de vin est aussi structurellement en recul, et que ce faisant, en fait, le marché de ce qu'on appelle le NOLO, lui, est en progression. Et ce qu'on voit, c'est que les consommateurs de vin bio sont également, en fait, plus souvent des adeptes de ce marché-là, de ces produits-là, de ces produits sans alcool ou à faible teneur en alcool. Vous le voyez sur la droite, hein, consommateurs de vin bio, c'est le premier histogramme. Donc les 2/3 des consommateurs de vin bio, 66%, ont recours à des produits NOLO, pour 58% des Français en général, ou 57%, ce qui est moins le cas, beaucoup moins le cas, hein, vous voyez, 47% des consommateurs de vin conventionnels.
Donc on voit aussi ces consommateurs de bio qui sont aussi sur les nouvelles tendances, alors à la fois sur le marché de l'alcool, mais aussi, ça rejoint, et on en parlera aussi avec Laurence, ce que l'on peut observer sur le marché du bio en général, et puis sur le rapport à l'alimentation de façon encore plus globale. Donc des consommateurs de vin bio plus adeptes du NOLO et aussi plus préoccupés par l'environnement. Alors, l'environnement, la santé, c'est un petit peu souvent les deux mêmes faces, enfin, c'est les deux faces d'une même pièce. Souvent, l'environnement étant la dimension plus collective, la santé, la dimension plus individuelle. C'est ce qu'on observe souvent, et notamment par rapport justement à l'alimentation. En tout cas, de manière générale, il y a 70% de nos consommateurs qui estiment que la situation, l'écologie, les questions environnementales sont des questions qui aujourd'hui sont très préoccupantes, voire, vous le voyez, un quart qui pense que la situation est même alarmante en matière d'écologie et d'environnement. De manière générale, en fait, vous voyez, on parle beaucoup parfois dans les médias du retrait de cette préoccupation. Dans les faits, quand on continue de mesurer ça, ça ne change pas beaucoup. La préoccupation, elle reste très très forte. Et vous voyez, il y a 7%. Alors, il y a des climato-sceptiques, on les entend beaucoup dans les médias, mais en gros, ça ne bouge pas trop. On est autour de 7% qui pensent que les questions d'écologie et d'environnement, c'est de la manipulation de l'opinion publique, ou comment ça se demande si justement ça interroge sur le degré de gravité de la situation. Mais voilà, les Français, dans leur très large majorité, continuent de penser, et de manière assez intense, que la situation environnementale est préoccupante. Et vous le voyez sur la droite, c'est le cas des consommateurs de vin bio, beaucoup plus que des consommateurs de vin conventionnels. Il y a quasiment 10 points d'écart. Donc là, c'est aussi intéressant à noter. Un petit peu comme justement le revers qui était le revers sur la santé. Alors voilà pour à grands traits, en fait, comment on décortique les consommateurs de vin bio, avant de rentrer tout à l'heure dans les profils plus précisément. Alors maintenant, comment est perçu ce vin bio par les consommateurs ? Alors, ce qui est intéressant, avant de rentrer là-dedans, c'est qu'on a demandé d'abord l'alcool en général, en fait. L'alcool en général, on a donné toute une liste d'attributs, et puis on l'a posé pour l'alcool en général, et on l'a posé pour le vin bio en particulier. Alors ça, voilà cette liste-là. Ce qui est intéressant pour l'alcool en général, c'est que on va voir avant tout, ça va être le partage, le festif, la célébration. Ça arrive en tête de l'alcool en général. Ce qui est intéressant, c'est que pour le vin bio, qu'est-ce qui arrive en tête, en fait, parce qu'on leur a donné toute cette liste à nos enquêtés, puis on leur a dit, voilà, pour chacun, est-ce que ça s'applique ou pas au vin biologique ? Et qu'est-ce qui arrive en tête pour le vin bio ? C'est le naturel, la découverte, le terroir et le plaisir. Alors c'est intéressant parce que quand vous voyez, en revanche, on retrouve et le local aussi, qui n'est pas loin, et qui est beaucoup plus bas quand il s'agit de l'alcool en général. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, on n'est pas du tout dans quelque chose qui est de l'ordre de la norme, ou on est vraiment dans quelque chose qui est très plaisir et découverte. Et ça, c'est une image extrêmement positive chez les Français, qu'on retrouve pour le vin, mais qu'on retrouve dans plein d'autres secteurs, dans plein d'autres marchés. Mais le naturel, d'ailleurs, quand on demande aux Français de manière générale, je sors ici du vin bio, je sors du vin, je sors même de l'alimentation, quand on leur pose une liste ça nous est arrivé, 150 mots, qu'est-ce qui est le plus positif comme mot, ils nous disent tout de suite nature, naturel, ils nous disent tout de suite local, par exemple. C'est des mots ou des adjectifs qui sont extrêmement bien connotés très positivement. Donc là, on a cette image du vin bio qui est arrimée, en fait, à ces dimensions qui sont très importantes et très positives pour les Français, et qui ne sont pas éloignées du tout du plaisir. Alors ensuite, on a posé
aux consommateurs de vins biologiques une question. On leur a demandé, voilà, une liste de raisons pour lesquelles vous pouvez consommer du vin bio. En fait, qu'est-ce qui vous motive le plus à consommer du vin bio? Et là, on va retrouver, en fait, alors pas tout à fait au même niveau, mais vous voyez, on leur a demandé, en fait, en premier, la première réponse que vous nous donnez. Et puis la deuxième réponse. La première réponse, c'est ce qui figure en bleu foncé. Et vous voyez qu'on a 3 choses qui arrivent presque au même niveau, hein, qui va être cité par 19% et 17% des enquêtés. La première, c'est le respect de l'environnement. Mais la deuxième, c'est la question de la santé. Vous voyez, ces 2 questions-là, elles sont vraiment, comme je vous disais, hein, les 2 faces du même sujet. Puis on va retrouver aussi ce qu'on a vu tout à l'heure, juste avant, la question de la découverte. Le bio, c'est la découverte. Donc l'environnement, la santé et la découverte. Et puis on retrouve aussi, alors quand on agrège les réponses en premier et en second, la question d'une filière qui va favoriser une production plus équitable. Et on retrouve quand même, et c'est pas négligeable aussi de voir, parce que finalement, y a pas mal de raisons qui sont invoquées. Il n'y en a pas une seule qui va tout écraser. Il y a une variété de raisons. Ça aussi, c'est intéressant à noter. On va retrouver aussi, pour 35% des gens, des consommateurs de vin bio, le fait que ça soit un tiers, donc un produit de meilleure qualité. Et puis on en a 23 pour qui, 1 sur 5, qui de toute façon vont privilégier le bio de manière générale. Et 18% qui trouvent que c'est meilleur. Donc on a le meilleur produit, on a un produit de meilleure qualité, et 18% un produit qui est meilleur aussi au goût. Donc voilà, vous avez tout un panel en fait de raisons pour lesquelles le consommateur va privilégier le bio, mais on retrouve vraiment le côté santé. On parle d'alcool, mais bon, malgré tout, le côté santé et environnement, et puis la question de la découverte, qui me semble aussi intéressante, et on retrouvera les profils d'ailleurs. Également, ce qui m'intéresse moi aussi pour faire beaucoup d'études quantitatives, c'est de voir qu'il y en a 10% qui ne disent aucune de ces raisons. C'est peu, en fait, qui ne se prononcent pas sur ce type de sujet. Donc ça veut dire que le sujet est riche. Alors justement, on a été un peu plus avant dans chacune de ces dimensions, et on leur a demandé si justement est-ce que vous êtes d'accord avec ces affirmations. Les vins biologiques sont forcément meilleurs pour l'environnement. Là, on leur a dit, est-ce que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi des marges de progression dans la façon de se positionner, parce qu'on en a plutôt, comme vous le voyez, une majorité en bleu qui nous dit d'accord, et même 14% tout à fait d'accord. Ce qui me semble aussi intéressant, c'est que on est quand même sur du bio, on parle de l'environnement, et on en a un sur 5, 21%, qui ne sait pas nous dire si c'est meilleur ou pas pour forcément meilleur pour l'environnement. Donc là, ça donne des billes aussi pour pouvoir communiquer, parce que manifestement, il y a un petit défaut de connaissances sur ce plan-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment, comme vous le voyez, les consommateurs de vin bio, eux sont beaucoup plus assertifs sur ça. Ils sont 72% à nous dire que oui, le vin bio est forcément meilleur pour l'environnement, beaucoup plus que les consommateurs de vin conventionnels, qui, vous voyez, sont en retrait, que 44%, et qui sont beaucoup plus nombreux, 29% à ne pas savoir. Donc là, on a une réserve vraiment, et puis les non-consommateurs de vin sont un peu dans la même situation, ne savent pas. Mais voilà. Mais déjà là, on a des premières accroches par rapport aux consommateurs qui sont intéressants. On a continué, et vous allez voir, à explorer les choses encore plus de manière granulaire, et vous aurez accès aux chiffres. Je ne peux pas tous les balayer en détail, mais et là, on a posé la question vraiment sur une échelle vraiment de 1 à 7. Comment est-ce qu'on se positionne ? Ça permet vraiment d'aller dans le détail, en fait. Et là, vous avez à gauche les consommateurs exclusifs de vins conventionnels, et puis à droite, vous avez les consommateurs de vins biologiques. Ce qu'on leur a demandé, c'est sur cette échelle de 1 à 7, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que en matière de préservation de la qualité de l'eau, est-ce que le vin biologique est inférieur ou supérieur au vin conventionnel ? Alors vous voyez, à chaque fois,
Alors bon, il y a une petite prime chez les consommateurs de vin conventionnels au bio sur la préservation de la qualité de l'eau. Une prime un peu plus importante pour la préservation du sol ou la préservation de la biodiversité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal de gens qui se mettent au milieu, c'est-à-dire je ne sais pas trop, je me mets au milieu de l'échelle. En revanche, sur les consommateurs de vins biologiques, vous voyez plus affirmer quand même toutes ces propositions. En tout cas, très peu se situe, là il y en a toujours 1 sur 10, très peu se situe dans l'option qui est plutôt inférieure au vin conventionnel, mais il y a encore voilà, du potentiel de conviction sur ces consommateurs-là. Vous voyez qu'ils se mettent au milieu et qui ne sont pas très assertifs sur est-ce que le vin bio, ça préserve la qualité de l'eau, les sols et la biodiversité. Là encore, il y a matière à conviction. Donc, même si, comme vous le voyez, hein, ils sont beaucoup plus convaincus. Même exercice, là on parle du processus plus de fabrication. Donc là, est-ce que justement le vin bio est inférieur ou supérieur au vin conventionnel ? Évidemment, c'est relatif, hein, mais quand il s'agit de la transparence sur la fabrication. On ne sait pas, hein, du côté de ceux qui consomment du vin conventionnel, on ne sait pas trop. Il y en a qui disent un quart qui pensent inférieur, 31% à peine un peu plus supérieur, beaucoup qui sont au milieu. Quant à la rémunération des producteurs, une petite prime à la rémunération des producteurs qui serait supérieure que par rapport au vin conventionnel, mais encore une fois, on ne sait pas. La naturalité et l'absence d'intrants de synthèse. Et là, on voit bien aussi, bon là 50%, mais on a quand même un tiers qui ne sait pas. Là, c'est beaucoup plus affirmé sur la naturalité et les intrants de synthèse chez les consommateurs de vins biologiques. Mais malgré tout, on voit quand il s'agit en revanche de la transparence sur la fabrication ou la rémunération des producteurs, on voit là aussi des gens qui se mettent en position intermédiaire, qui ne savent pas trop, même si on est un peu plus convaincus quand même, évidemment, que ceux qui n'en boivent pas. Donc voilà, là, il y a des éléments de différenciation par rapport à l'environnement, par rapport au processus de fabrication. On voit que les représentations sont alors évidemment plus affirmées quand on est consommateur de vin biologique, mais il y a de la marge. Il y a de la marge en termes de conviction là-dessus. Et puis après, là, sur la santé, toujours le même exercice. Est-ce que le vin bio, justement, inférieur ou supérieur, dès lors qu'il s'agit de la digestibilité, de la santé des producteurs ou des effets secondaires ? Bon, là, forcément, quand on est moins consommateur ou pas consommateur du tout, vous voyez que les gens se placent au milieu, c'est-à-dire je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Hein. Mais en revanche, on voit que concernant la digestibilité, on a 43% quand même des consommateurs de vin bio qui disent que c'est le cas. Mais là aussi, on a 52% qui se placent au milieu. La santé des producteurs, en revanche, la conviction est plus affirmée. Vous le voyez, 70%. En revanche, les effets secondaires, là c'est pareil, on est un petit peu dans l'entre-deux. Donc vous voyez, l'image, elle existe, elle est plutôt auréolée d'un certain nombre de choses qui sont très positives, qui sont liées au plaisir, qui sont liées au local, à la nature, qui sont des valeurs que les Français, aujourd'hui, c'est des valeurs assez refuges pour les Français. Maintenant, quand on rentre dans le détail, en fait, d'images et voire de connaissances, et on va y revenir, là, les choses sont moins solidement arrimées dans les esprits. Il y a du jeu pour les acteurs de ce secteur. Et puis, il y a des freins aussi qui persistent. Alors, le premier frein, on en avait beaucoup parlé aussi l'année dernière, évidemment, après les 2 années de très forte inflation et incidemment sur les produits alimentaires. Le premier frein, c'est le prix qui est trop élevé. Alors, le prix, ça arrive en tête partout dès que vous posez une question aux Français. On y reviendra parce qu'il y a la question du prix et il y a la question de la valeur. Parfois, quand on ne sait pas estimer bien justement la valeur, on va s'en remettre juste à la question du prix. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Moins on connaît un produit, plus on va dire tout de suite, en fait, en primo-réaction, c'est le prix. Malgré tout, la question du prix se pose parce qu'on le voit, et on le voit à d'autres études. Hein, le bio en général
le vin bio ne fait pas exception, a une image prix qui est assez élevée. Donc effectivement, pour des Français et des consommateurs plus attentifs, c'est une réelle barrière. Donc on a d'abord le prix, mais regardez ce qui arrive tout de suite derrière. Là aussi, il y a une multiplicité de raisons. Le prix n'écrase pas tout. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de raisons. On va tout de suite derrière retrouver ce qu'on a un petit peu vu auparavant, c'est-à-dire le manque de connaissances et d'informations sur le vin biologique. Et c'est même un peu plus les consommateurs de vin bio qui nous disent ça. On va retrouver aussi, et je vais y revenir parce que c'est un vrai sujet pour vous, la difficulté à en trouver facilement. Donc il y a une forme d'accessibilité prix, certes, qui arrive en tête, mais comme sur tous les marchés. En revanche, la question du manque de connaissances ou d'informations, ou la question de l'accessibilité même des produits, elle arrive très haut. Et elle arrive très haut, vous le voyez, sur notamment 28% des consommateurs de bio nous parlent de la difficulté à en trouver. Donc là, il y a des enjeux de distribution. Il y a des enjeux d'accès aux consommateurs qui vont être importants. Après, il y a le réflexe, on n'y pense pas, ou on préfère autre chose. Mais voyez, il y a une autre question aussi d'une forme d'accessibilité, c'est-à-dire ce qu'on préfère, la marque ou le domaine qu'on préfère n'est pas certifié bio. Et puis, pour ceux qui sont des consommateurs de vins plus conventionnels, on retrouve un peu toutes ces raisons, mais aussi on ne voit pas l'intérêt. On ne voit pas l'intérêt de consommer bio. Et ça nous ramène à ce que je viens de vous décrire, toutes les caractéristiques que je viens de vous décrire, où les non-consommateurs de bio ne savent pas positionner le bio vraiment, quant à savoir sur les modes de production, sur les qualités environnementales, ou même sur les qualités sanitaires, ce qu'il en est. Donc forcément, si on ne voit pas l'intérêt, si on ne connaît pas ça, on ne voit pas l'intérêt. Mais voilà, ça c'est intéressant. Sur d'autres types de produits, on n'a pas du tout l'information ou la difficulté à en trouver facilement qui arrive en tête. Donc j'attire votre attention vraiment sur ces deux choses-là. Alors, sur la question du différentiel de prix, on a posé la question. Et là, on retrouve évidemment ce que l'on voit pour le bio en général, mais encore pas ni plus ni moins, mais ça dépend de quel type de produit. Mais on voit qu'il y a 79% des consommateurs qui nous disent que le vin bio est plus cher que les vins non biologiques, beaucoup plus cher pour un quart des consommateurs. On a demandé, ok, c'est plus cher, mais est-ce que, justement, le prix versus la valeur, cette différence de prix, ok, mais est-ce qu'elle est justifiée? Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'ils nous disent oui à 60%, alors il y a un 31% qui nous disent pas du tout justifié. Justement, si on ne connaît pas bien les attributs, ou si on n'est pas capable de les... d'être assertif sur les propositions, effectivement, on ne voit pas trop la différence, on ne voit pas l'intérêt ni la différence. Vous voyez, il y a chez un certain nombre de consommateurs. Moi, ce que je trouve intéressant par rapport au discours que l'on peut porter, que vous pouvez porter sur le bio, c'est la différence de prix est justifiée en partie. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est les positions extrêmes. Ça va être oui, totalement. Et oui, totalement, on a un consommateur sur 10 qui dit oui, c'est plus cher, ok, mais c'est justifié. Et on en a 51%, la moitié, qui nous dit oui en partie. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'aise sur le fait que ça soit vraiment complètement justifié. Oui, sans doute, oui, un peu. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, dans les arbitrages, en fait, il y a une partie de la population qui est extrêmement contrainte. Et celle-là ne va même pas se poser la question, mais la plupart des Français aujourd'hui font des arbitrages quand ils font leurs courses. Ils font des arbitrages. Et quand ils voient de la valeur dans un produit, ils sont prêts à y aller, si la valeur est vraiment, même si le produit est plus cher. Je peux vous donner plein d'exemples. L'année dernière, on avait parlé du skyr, par exemple. C'était intéressant. Le skyr, même propriété organoleptique et nutritionnelle que le fromage blanc 0%. Pourtant, le skyr raconte une histoire. Le skyr raconte aussi un positionnement de l'alimentation fonctionnelle. C'est 3 fois plus cher que le pauvre fromage blanc 0%. Mais tout le monde, et même pendant le pic inflationniste, a acheté du skyr. Et aujourd'hui, vous regardez les rayons des supermarchés, ça a complètement écrasé le fromage blanc 0%. Et pourtant, c'est plus cher, mais parce qu'il a fait la preuve de sa valeur. Donc, il y a un moment où il faut faire la preuve de sa valeur. Il faut que ça soit clair. Et le consommateur peut y aller.
Alors même si, effectivement, je ne veux pas sous-estimer une partie des consommateurs qui n'est vraiment pas dans une marge d'arbitrage. Mais allez, 75% des consommateurs sont dans des arbitrages. Quant à savoir comment ce prix est construit, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Pour le consommateur, on a posé la question, est-ce que c'est déterminé par les coûts de production, les rendements des exploitations, les marges des distributeurs, la demande ou le marketing, ou vous ne savez pas, dans 22% des cas, c'est-à-dire un consommateur sur 5, on ne sait pas. Et puis vous voyez que par rapport à ceux qui nous disent justement la différence de prix n'est pas du tout justifiée, la valeur, elle est construite sur quoi? Sur le marketing. Donc c'est du marketing, le bio, pour ceux qui ne perçoivent pas la valeur. Donc ça, c'est intéressant, parce que justement, ça dit quelque chose de la légitimité au surcoût que l'on est prêt à mettre dans le vin bio. De la même façon, toujours, on a posé cette fois-ci en fait des duos en fait de réponses. Est-ce que le vin bio, comment est-ce que vous le positionnez par rapport au vin comment est-ce que vous le positionnez en général, pardon. Est-ce que c'est plutôt bas de gamme, plutôt haut de gamme? Est-ce que il y a un bon rapport qualité-prix, un mauvais rapport qualité-prix, un bon rapport qualité-prix? Est-ce que c'est cher, difficilement accessible, ou accessible et bon marché? Vous voyez, ça a plutôt... alors, les consommateurs de vin conventionnels ne savent pas trop positionner sur l'échelle de gamme, 19% bas de gamme, 39% haut de gamme. En revanche, un mauvais rapport qualité-prix pour 40% d'entre eux, quand 40% ne savent pas. Et puis difficilement accessible, on revient à la question du prix pour 59% d'entre eux. Et vous voyez là que les consommateurs de vin bio, eux, mettent soit haut de gamme, soit finalement c'est pas le sujet pour 29% d'entre eux. Le rapport qualité-prix, 39% nous parlent plutôt d'un bon rapport qualité-prix, mais on a quand même 27% qui nous parlent de mauvais rapport qualité-prix, et 33% au milieu qui ne savent pas. Et puis enfin, effectivement, eux aussi, les consommateurs de vin bio, nous disent que le bio penche plutôt en fait, du côté d'un bio qui est cher et difficilement accessible. Je continue avec mes petites tensions comme ça, et là c'est intéressant parce que c'est la question de l'accessibilité. Est-ce que c'est facile à trouver en magasin? Alors bon, là on va peut-être pas trop s'intéresser, enfin on peut s'intéresser aux acheteurs, enfin aux consommateurs de vin conventionnels, mais moi ce que je trouve intéressant là, c'est ceux qui vont le chercher. Et là, on voit qu'il y a 42% des consommateurs de vin bio qui nous disent que c'est facile à trouver en magasin, mais on en a un tiers qui nous disent que c'est difficile à trouver en magasin. Un tiers, c'est un marché colossal. De la même façon, est-ce que le vin bio, en fait, c'est un produit qui dispose d'une offre variée ou d'une offre limitée? Vous voyez les consommateurs de vin bio. 37, 36, 27 au milieu. Est-ce que c'est difficile à choisir ou est-ce que c'est facile à choisir? Et donc là, on voit qu'il y a une question d'accessibilité, une question de diversité de l'offre, mais une question d'expérience aussi qui interroge vraiment et qui interroge, alors évidemment, le consommateur de vin conventionnel, mais vous le voyez, qui interroge directement les consommateurs de vin biologique. Alors, qu'est-ce qui pourrait faciliter et vous inciter à consommer plus souvent du vin biologique? Consommateurs d'alcool en général, on a posé la question. On retrouve la question du frein en miroir, c'est-à-dire c'est un prix plus accessible. Et on retrouve en fait ce qu'on avait vu, c'est-à-dire il y a une forme de cohérence, vous me direz qu'est-ce qui pénalise, qu'est-ce qui favorise. On retrouve la question du prix, on retrouve la question de l'information et on retrouve la question du choix en magasin, la visibilité en rayon. Regardez quand on cumule tout ça, cette question en fait de la distribution, elle est centrale, elle est essentielle, la question de l'accessibilité et la question des conseils. Donc là, il y a vraiment des leviers sur lesquels on peut jouer pour inciter à consommer plus souvent du vin biologique. Et vous voyez la différence en fait entre le bleu que sont les consommateurs de vin bio et les consommateurs de vin conventionnels, elle est intéressante, elle est importante, c'est-à-dire les consommateurs de vin bio, davantage encore,
c'est la question du choix en magasin ou au resto, de la visibilité, du conseil, de l'information qui arrive vraiment fortement. Et donc, à corollaire, c'est vrai qu'il y a des attentes en matière d'accessibilité de l'offre. Là, on a mélangé les deux, hein, les consommateurs et les consommateurs de vin bio et les consommateurs de vin conventionnel. Mais vous voyez que voilà, quand il s'agit de est-ce qu'on aimerait trouver plus facilement du vin biologique, avoir accès à un plus grand choix, trouver plus facilement dans les restaurants, etc., on voit qu'il y a une proportion importante. J'aurais pu vous montrer sur les consommateurs de vin biologique en particulier, c'est encore plus fort évidemment, mais là ce qui est intéressant, c'est sur l'ensemble des consommateurs, il y a quand même une majorité qui souhaite qu'il y ait une meilleure accessibilité de l'offre biologique. Et puis il y a aussi, ce que je vous disais, ça allait avec tout à l'heure la représentation. Je surveille l'heure pour vous me faites un signe, Valérie, hein? 5 minutes, ok. Non ? Un peu plus ? Bon, parce qu'on a les profils. Il y a quand même des connaissances aussi. Je vous parlais des représentations tout à l'heure. Les représentations et les connaissances, c'est pas la même chose. Mais les connaissances, on voit bien qu'on est aussi un peu en retrait quand il s'agit des connaissances. On a posé, là c'était presque un quiz, on a dit voilà, est-ce que pour chacune des affirmations suivantes, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ou est-ce que vous ne savez pas ? Alors ce qui est déjà intéressant, c'est que vous regardez que le gris. Les réponses, c'est « je ne sais pas ». Donc je ne sais pas si le label AB interdit l'usage des pesticides de synthèse. Bon, il y en a quand même une majorité, 51%, qui nous dit oui, et c'est la bonne réponse. Mais on a quand même 42, et là Laurence tic, mais qui nous dit ne pas savoir. Est-ce qu'un vin labellisé AB peut contenir des sulfites ? La réponse est oui, et c'est 35% qui nous disent la bonne réponse. Mais est-ce que le label Déméter Biodivin, est-ce que c'est un label bio ? J'en sais rien. Est-ce que le label Vin Méthode Nature identifie forcément du vin biologique ? Je ne sais pas. Est-ce que le label AB concerne uniquement la viticulture, pas la vinification ? Aucune idée. Pour les 2 tiers. Est-ce que le label HVE garantit que le vin est bio ? 69% nous disent ne pas savoir. Donc vous voyez, en fait, et c'est là où moi je trouve ça intéressant, parce que finalement les connaissances sont très lacunaires, les représentations sont plutôt positives, et donc plutôt les connaissances pourraient renforcer les représentations. Donc il y a des choses à faire du côté du consommateur. Et je disais lacunaire, mais aussi pour les consommateurs de vin bio. Hein. Vous avez les consommateurs de vin bio à gauche, c'est pareil, hein, vous avez aussi pas mal de gris. Alors évidemment, il y en a beaucoup plus chez les consommateurs de vin conventionnels, mais malgré tout, on voit cette connaissance qui est lacunaire. Alors j'en viens maintenant au portrait de Français, c'est-à-dire qu'on a pris toutes nos données, et de ces données, il ressort en fait 6 profils de Français que nous avons classés en fait en fonction de axe horizontal, la fréquence de consommation. Donc plus vous allez sur la droite, plus ce sont des gens qui consomment des produits bio, du vin biologique, pardon, et parfois des produits bio aussi. Et puis en axe vertical, vous avez l'image du vin bio. Donc plus vous montez, meilleure est l'image du vin bio. Alors là, vous avez différents types que je vais rapidement vous décrire, mais on va peut-être commencer par ceux qu'on élimine un peu tout de suite, et c'est peut-être pas la peine de faire trop d'efforts par rapport à eux sur le plan de la communication, de la sensibilisation, de la connaissance, et qui sont quand même 24% des consommateurs d'alcool, qu'on a appelés les fermés. Alors eux, ils sont pas intéressés du tout par le vin biologique. Ils ont un profil qui est assez traditionnel en fait, c'est-à-dire c'est des gens qui sont plutôt plus âgés, plutôt des retraités, ruraux, qui sont plutôt des gros consommateurs de vin conventionnel, pas ou peu de vin bio. Et puis de toute manière, ils sont assez en réservés quant au bio en général. Hein. Et alors eux, bon,
Pour eux, il y a la question, parmi les barrières, il y a la question du budget, mais plus globalement, il y a la question du bio, en fait. Et pour eux, le bio, ça ne leur parle pas. Pour eux, le bio, c'est un truc de bobo. Pour eux, le bio, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout pour eux. Donc, à la limite, si on devait être un peu masochiste et essayer de s'attaquer à cette cible-là, on pourrait avoir une communication très concrète sur les effets du bio, sur les sujets qui peuvent les intéresser, la santé, etc. Il faudrait vraiment être dans la preuve, il faudrait être dans l'accessibilité prix aussi, parce que c'est aussi un des attributs qui compte pour eux. Mais de manière générale, c'est plutôt une cible, voilà, qu'on va avoir du mal à ramener ou à amener même au bio. Alors de l'autre côté, vous voyez, là, on était vraiment dans ceux qui n'en consomment pas et en ont une image négative. À l'inverse, en fait, on en a qui en consomment plutôt, je dirais pas régulièrement, mais qui en consomment et qui ont une image très positive. On les a appelés les épicuriens. Alors eux, c'est pas qu'ils en consomment beaucoup, ils en consomment occasionnellement, mais ils sont très connaisseurs. Ils ont un vrai plaisir à consommer du vin bio. Eux, effectivement, alors c'est un peu l'inverse et c'est un peu ce que eux n'aiment pas. C'est-à-dire que effectivement, c'est un peu des urbains diplômés et plutôt aisés et qui vont avoir une attention aux questions environnementales, mais aussi aux questions de santé, et qui du coup vont être consommateurs de produits bio en général, occasionnellement effectivement de vin bio, mais pour eux, c'est vraiment ce qu'on a vu pour la majorité, mais monter en puissance, c'est-à-dire vraiment monter au paroxysme, pardon, c'est la question de la naturalité, c'est la question du local, c'est la question de l'authenticité. En fait, voilà, c'est une image du bio qui est une image aussi du plaisir, une image hédoniste du bio. Eux représentaient un quart, 24% des consommateurs, eux représentent 18% des consommateurs. Eux, leur problème, c'est l'accès au bio. En fait, eux, ils nous disent vraiment plus que les autres, manquer de choix, manquer de variété. Donc là, il y a un problème de diffusion du bio auprès de ces cibles-là. Pour eux, c'est très difficile aussi de trouver du bio et de trouver du bio de qualité. Donc là, on voit bien ce qui cloche pour eux. Donc effectivement, à l'inverse, les leviers pour cette cible-là, ça va être d'élargir l'offre, de permettre qu'ils rencontrent le bio, là où ils font leurs courses, ou là où ils vont, où ils sortent au restaurant. Donc une meilleure visibilité du bio, une meilleure diffusion, une meilleure visibilité du bio. Et puis pour eux, ce qui va compter, c'est tout ce qui va être les arguments sur le naturel, sur le local, vraiment, et sur le plaisir aussi. Le plaisir et la convivialité. C'est des connaisseurs, c'est des gens qui ont envie, en fait, comme moi je dis quand je bois du vin, c'est-à-dire la connaissance décuple le plaisir. C'est ça, en fait, pour eux. C'est ce truc-là qui va compter pour eux. Ensuite, alors on a ce qu'on a appelé les disponibles, parce que c'est ceux qui ne savent pas trop, potentiellement on peut aller les chercher, en fait, mais voilà, ils ne s'investissent pas dans la consommation bio, mais c'est parce que c'est souvent des suiveurs en matière de consommation. Donc ça, c'est intéressant, parce que qui est-ce qu'ils suivent ? Ils suivent souvent ceux qui posent les normes. Donc, mais ce groupe-là, voilà, 22%, un consommateur sur 5, il est peu marqué sociodémographiquement. Il consomme du vin conventionnel, moins de produits bio en général, et ils ont des doutes par rapport au bio, mais ils n'ont pas d'avis, en fait. Et comme les autres, parce que vous avez vu un peu tout ce qu'on a, tous les attributs, ils ont plutôt un a priori positif. Donc c'est pour ça qu'on a dit disponible, parce qu'ils ont plutôt un a priori positif, mais ils ne le font pas. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Qu'est-ce qui cloche ? C'est le manque de connaissances, c'est le manque d'informations, c'est le manque de motivation. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des déclencheurs à créer auprès de 4 minutes, 5 minutes. Mais c'est bon. Et puis, et donc la visibilité de l'offre, essayer de leur faire découvrir. En fait, faut qu'ils poussent la porte. En fait, eux, il faut leur ouvrir la porte et les faire rentrer un peu. Et du coup, mais il n'y a rien qui s'opposerait à ce qu'ils en consomment davantage. Mais donc voilà, plus d'informations et les initier, en fait.
on a 19% de pragmatiques. Ce public-là, il est plus féminin, aisé et diplômé, donc les enjeux environnementaux vont compter. Il y a plutôt une image positive du bio. Mais pour eux, et ça c'est intéressant parce qu'on rencontre dans ce groupe-là les choses qu'on peut rencontrer chez certains consommateurs de bio en général, c'est-à-dire voilà, on positionne le bio comme étant quelque chose haut de gamme et cher. Mais souvent aussi parce qu'ils voient beaucoup les autres consommateurs qui sont aisés et qui sont allés vers le bio, et donc ils peuvent avoir l'impression que c'est pas forcément pour eux. Ils ont une image prix qui est assez élevée. Donc voilà, la barrière, c'est ça, c'est le prix, et puis c'est les doutes. Quand on fait des arbitrages, justement comme je vous le disais, il faut que la valeur soit clairement perçue. S'il y a un prix, qu'est-ce qui va justifier ce prix ? Il faut que ça soit plus clair pour cette cible-là. Donc mettre en avant, en fait, déjà, effectivement, les différents types de gamme. Il n'y a pas que des vins bio chers. Et puis informer sur les bénéfices pour créer cette valeur-là. Et accompagner dans le choix du vin. Et puis, on a un groupe... Alors, non, je voulais d'abord vous faire les autres. Voilà, le groupe des statutaires, justement. On les a appelés les statutaires parce qu'il est intéressant, ce groupe, parce qu'il est plus jeune, plus masculin, plus parisien aussi. Alors eux, ils sont plutôt inquiets, effectivement, et pour l'environnement et pour leur santé. Mais... ils perçoivent le bio comme un produit snob, et c'est pour ça qu'ils le consomment. C'est pour ça qu'on l'a appelé les statutaires, parce que en fait, c'est moins une question de goût ou de conviction qu'un marqueur d'appartenance sociale. C'est-à-dire, c'est les bobos qu'eux critiquent. Voilà, c'est ça, en gros. Ils vont consommer du bio, et donc voilà, parce que ça fait partie de leur statut social. Ils sont 12%. Et donc, eux, c'est pas qu'ils ont un réel attrait pour le produit. Ils consomment le bio, pour le dire un peu rapidement, parce que c'est trendy, quoi. Donc il va falloir les faire rester, eux. Parce que eux, c'est eux qui sont sur la découverte. C'est eux qui ont envie d'être sur la découverte et d'être en très bon français, les early adopters d'un marché. Et donc, voilà, il va falloir maintenir l'intérêt, maintenir le renouvellement, si on veut conserver ces consommateurs-là, y aller sur tout ce qui est très attractif, faut que ça soit lifestyle, et donc voilà. Ça, c'est les statutaires. Et puis, il y a un dernier segment, alors 5%, et il nous a beaucoup étonné celui-là, parce que, alors eux, c'est ceux, vous le voyez, hein, c'est ceux qui consomment le plus de bio, c'est ceux de vin bio, ils sont tout à droite. Mais alors, en revanche, ils en ont une image qui n'est pas très bonne. Donc, en fait, il y a un écart entre vraiment leurs attentes et la réalité de ce qu'ils font. Enfin, c'est assez bizarre. Alors, c'est un groupe qui est un peu plus précaire, plus masculin, qui est inquiet aussi pour santé et environnement, qui va consommer régulièrement des produits bio. Mais voilà, en fait, c'est le groupe, il consomme du bio en général, et à l'intérieur, il s'est mis à consommer du vin bio, mais ce qui consomme du vin bio, ils ne trouvent pas ça terrible. En fait, c'est ça. Ils sont venus au vin bio par le bio en général, mais le vin bio, ils ne trouvent pas ça terrible. Donc eux, effectivement, il y a une question de les amener presque, je veux dire, au bon vin bio. Parce que voilà, donc il faut axer la communication pour eux sur la qualité, mettre en avant aussi toutes les informations. Ils ont besoin de l'histoire, ils ont besoin de tout ça, et de transparence et de réassurance, parce que pour le moment, ils sont dans une espèce de position un peu inconfortable entre cette forte consommation et la mauvaise image de ce qu'ils consomment. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que Valérie, sinon, va me faire les gros yeux. Mais je pense que vous avez l'essentiel, en fait, des informations que vous pourrez retrouver de manière plus détaillée, je pense, accessible par le biais de Vous nous direz. Voilà, merci beaucoup. Je pense que ça marche, oui. Je vais prendre rapidement la suite. Donc, Laurence Forêt, Agence Bio. Donc, alors, à l'Agence Bio, on a 3 missions essentielles. En fait, on est donc un groupement d'intérêt public. On a une mission d'information, d'où
les appels d'attention de Gwenaëlle sur la question du consommateur de vin bio qui manque d'informations. Donc, je pense qu'on est mis un peu en cause en tant qu'agence nationale. Mais en fait, il faut aussi qu'on réfléchisse collectivement aux messages spécifiques sur le vin. On a une mission d'observation, donc d'observation des chiffres sur la production, les surfaces, et puis des études qu'on conduit tous les ans sur le marché. Et on a une mission de financement. Donc, on finance des projets de structuration de filières, donc des investissements matériels ou immatériels, dans le cadre du Fonds Avenir Bio. Et sur ces 3 champs d'activité, on travaille très volontiers donc, avec Millésime Bio, avec les interprofessions de façon globale. Et donc là, juste pour finir un peu sur le portrait du consommateur, je vais vous faire un petit portrait du marché, enfin quelques chiffres, quelques données sur le marché bio, voilà, puisque ça fait partie donc des choses qu'on observe à l'agence bio. Tout d'abord, peut-être avant le marché, donc en surface, juste dire que on était le premier vignoble bio au monde. Donc en surface, là, on est talonné par l'Espagne. Donc ça, ce sont des chiffres qu'on a, des chiffres propriétaires de l'agence bio. Et alors sur le marché, donc là, ce sont des données qu'on va chercher auprès de prestataires donc, qui font l'intégration de tous les segments de distribution. Donc c'est un petit peu long et du coup, on en est aujourd'hui aux données 2024. Donc en 2024, que les prochaines données de marché de façon globale seront présentées en juin prochain lors de la conférence de presse de l'agence bio. Donc en 2024, le marché du vin était un marché à 1,449 milliard d'euros. Et donc ça représente moins de 10% de la consommation globale en bio. Donc 7% en fait de la consommation... 7% de la consommation de vin et 12% de la consommation bio en valeur. Voilà. Alors, ce que cette consommation a de spécifique, et donc là, on vous a mis en fait les parts par segment de distribution parce qu'elles sont totalement anormales par rapport à la consommation standard et par rapport au marché global bio. Donc, par exemple, et c'est peut-être en lien, peut-être on y reviendra plus tard, avec la difficulté de trouver des produits bio, puisqu'on a un segment bio qui a été majoritaire en fait, et qui a beaucoup contribué au développement du bio en fait, ces 15 dernières années, c'était la grande distribution. Donc ce qui est là, la GMS. Et la GMS, pour le vin, c'est 14% des ventes. Et avec une dynamique plutôt négative. Or, la GMS, même si elle a baissé sa part dans les ventes de produits bio globalement, a baissé ces dernières années, elle est encore à 48%. Donc, on voit que, en fait, le consommateur, donc ça représente quand même l'essentiel de la consommation de produits alimentaires, la GMS. Hein. Donc, 14% de ventes de vin bio en GMS, voilà, ça veut dire que c'est pour l'essentiel des consommateurs, c'est plus compliqué de trouver du vin bio. Voilà, et c'est pas là qu'ils achètent du vin bio. Et on a d'ailleurs, on verra plus tard, mais un déréférencement encore qui continue en vin bio. Ensuite, donc un segment qui est très important aussi dans les productions bio, c'est la GSS. Donc la GSS, c'est les magasins bio. Les magasins bio, donc c'est 28% du marché bio en général, et on voit que sur les vins, c'est 8%. Donc c'est aussi une difficulté en fait d'exposition du produit vin aux consommateurs bio. L'essentiel donc des ventes, alors de façon un peu inversée par rapport au marché bio global en vin, donc c'est la vente directe, on voit 40%, et les artisans, donc les artisans qui représentent 38%, donc les artisans cavistes. Et ça, c'est aussi voilà, très, très particulier par rapport au marché bio en général, puisque les artisans, sur le marché bio général, c'est 9%, et la vente directe, ce qui est quand même très dynamique et très importante sur le marché bio, c'est environ 14%. Voilà, donc il est logique que trouver des références, trouver des informations, trouver du conseil, ce soit un peu plus compliqué parce qu'en fait, c'est pas forcément là où on va faire ses courses au quotidien qu'on trouve le plus de vin bio.
Voilà. En dehors de ce marché, alors ça, on est sur le détail. Hein, on a aussi donc 157 millions de vins qui sont vendus via la restauration commerciale. Alors c'est petit, hein, c'est un petit marché, mais c'est 50% des produits bio qu'on trouve en restauration commerciale. Donc c'est un élément essentiel d'introduction de bio en restauration commerciale. Et puis, ben voilà, en fait, oui, 7% de la consommation de vin en France, 12% de la consommation en valeur. Une augmentation, alors entre 2024 et 2023, donc en valeur et en volume. En 2025, la tendance, en tout cas pour les segments dont on a déjà les chiffres, montre une baisse, que ce soit en magasin bio ou en grande distribution généraliste. Donc en fait, le marché du vin bio s'est bien maintenu par rapport au marché global bio, où en fait les effets de la crise se sont fait sentir dès la sortie de Covid. Et là, donc, on semble marquer le pas au premier semestre 2025. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous, pour intégrer tous les chiffres, en fait, il faut attendre un peu plus longtemps. Et donc, on aura les chiffres définitifs en juin 2026. Alors sur le référencement, donc, qui est encore en relation avec le fait que le consommateur de vin bio ne trouve pas assez de références. Moins de références bio en GMS. Alors qu'on aurait une augmentation du nombre de références non bio en conventionnel et moins d'1% d'augmentation des prix dans les deux catégories et avec une baisse en volume et en valeur, alors en GMS, donc que ce soit en bio et en non bio. Voilà pour ces chiffres-là. Alors, quand on fait nos enquêtes et quand on fait nos études de marché chaque année, donc pour agréger tous ces segments, on est les seuls à avoir l'intégration de ces segments. Donc, j'ai la grande distribution, la distribution spécialisée, la vente directe et les artisans. Donc, et dans le cadre de ces études, donc on fait annuellement et maintenant avec des focus semestriels, en fait, on fait aussi des enquêtes spécifiques. On a fait une enquête spécifique auprès des cavistes en 2024. Donc, les cavistes, c'est 38%, enfin 38 à 40% donc des ventes de vin bio, contre 10% des ventes de vin globalement. Donc, c'est une des spécificités. Alors, j'ai indiqué que la vente de vin bio, c'était spécifique par rapport à la vente de produits bio en général, mais c'est aussi spécifique par rapport à la vente de vin en général. Voilà. Alors, 427 ont répondu sur 6325 cavistes, donc qui représentaient environ 7% du secteur, et 95% d'entre eux avaient commercialisé du vin bio. Pour un chiffre d'affaires de 140 000 euros. Donc, voilà. Et 38% des cavistes interrogés, donc ceux qui ont répondu, c'est ceux qui étaient plus impliqués sur le bio et ils réalisaient plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Alors, 52% avaient déclaré que leur chiffre d'affaires en bio avait augmenté en 2024. Et parmi les facteurs d'explication, ils estimaient que c'était justement le développement de leur gamme bio. D'où en fait encore cette idée d'exposition du nombre de références, de choix. Et puis alors par le biais des cavistes, évidemment, on a en plus le conseil. Donc ça répond un peu aux objections que faisaient les consommateurs de vin bio et de vin en général tout à l'heure. Et donc les 48% qui ont constaté une baisse de leur chiffre d'affaires, en fait, eux, ils déploraient une baisse générale de la fréquentation des caves et ensuite, il a alors des problématiques de défiance vis-à-vis du label. Donc, ce n'est pas juste une méconnaissance, mais on a parfois une défiance et un prix trop élevé des produits bio. Donc, dans les gros critères de baisse, explicatifs qui seraient explicatifs de la baisse du chiffre d'affaires. Donc, alors ça, on y reviendra peut-être, on pourra avoir un échange là-dessus avec Gwenaëlle, puisqu'elle observe la société et le consommateur. En fait, on donne des réponses en fonction aussi du contexte dans lequel on baigne, du contexte d'information et du contexte national et international. Mais ça, on y reviendra peut-être plus tard. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle on a aussi certaines attaques vis-à-vis du label bio, et des représentations qui peuvent varier. Le vin bio, c'est aussi un marché d'exportation.
en fait, donc 60% du vin bio était exporté, 56% des exportations bio, c'était du vin, en fait. Donc, c'est un débouché important. 649 millions d'euros au stade gros, donc, ça représente peu par rapport aux exportations de vin en général, mais c'est quand même un débouché qui est très important. D'ailleurs, on peut le voir à ce salon. En fait, on fait la part belle aussi à l'accueil des acheteurs étrangers. Donc voilà, c'est à la fois une opportunité, évidemment, surtout en période de baisse de consommation comme on peut connaître, mais c'est aussi une exposition au risque, puisque en fait, in fine, dans les estimations qu'on fait, en fait environ un quart du vin bio commercialisé en 2024 est exposé potentiellement à des tarifs douaniers. Donc dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, ça représente quand même un volume très important de nos produits qui seraient potentiellement taxés à l'exportation. Enfin, surtout à l'importation du pays destinataire. Alors, vous le savez, en fait, le contexte global en production bio a commencé à marquer le pas, et notamment en termes de surface et d'engagement. Donc, sur les plus de 12 000 exploitations qui comptaient de la vigne, en fait, en production principale, on a 10 371 ferme en 2025. Donc ça, ce sont les chiffres provisoires en 2025. On aurait donc 10 371 fermes avec une production principale de vignes, donc en baisse par rapport à 2024, hein, comme vous le voyez sur la diapositive. Alors que ce soit déjà engagé, donc ça veut dire qu'on a des conversions, des départs en retraite, ou en nouveau, donc le petit trait bleu clair baisse aussi, donc les nouveaux engagés sont moins nombreux. Donc évidemment, c'est pas une bonne nouvelle, hein, c'est sûr, et c'est une tendance qu'on a observée aussi sur d'autres productions. Donc ça ferait moins de 4% dans les évolutions d'engagement entre 2024 et 2025. Prenons ces chiffres avec des pincettes, puisque nous les consolidons actuellement à l'Agence Bio. Alors, Gwenaëlle vous a présenté donc une étude qui a été faite sur la consommation de vin bio, sur les consommateurs de vin. Tous les ans, à l'Agence Bio, depuis 23 ans, on fait un baromètre de la consommation bio. Alors, ce ne sont pas les mêmes questions, ce ne sont pas les mêmes publics, mais ça donne quand même quelques indications. Donc, en fait, dans les consommateurs réguliers de bio, c'est-à-dire les gens qui consomment, en fait, ce qu'on appelle consommateurs réguliers, ce sont des gens qui consomment au moins une fois par mois des produits bio. Donc, c'est pas... Voilà. C'est une régularité toute relative. Et on voit qu'il y a eu quand même en fait, les gens avaient la possibilité de répondre en fonction de ce qu'ils achetaient. Donc on leur dit quel produit vous achetez. Et le vin, en fait, ça avait beaucoup baissé en 2023 et 2024. Et là, on voit que ça augmente un petit peu. Donc 15% des consommateurs réguliers disent consommer du vin. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est une moyenne nationale. Et en fait, on observe que, par exemple, en Occitanie, on est un petit peu plus. Mais bon, c'est normal, c'est un peu la capitale du vignoble français, l'Occitanie, du vignoble bio en particulier. Donc voilà, alors on a une déclinaison donc, de ces questions posées aux consommateurs par région. Mais je vous invite à vous référer aux données qui sont sur notre site de l'Agence Bio pour avoir le plus de détails. Et alors, les lieux d'achat privilégiés, donc déclarés par les consommateurs qui consomment une fois par mois des produits bio, en fait, alors contrairement à ce qu'on voit sur le marché général, eux, ce qu'ils déclaraient, c'était essentiellement en grande distribution, mais plutôt en baisse. Voilà. Donc, dans les questions posées, donc ceux qui déclaraient acheter leur vin bio en grande distribution, c'était 52%, donc en légère baisse par rapport à l'année précédente. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut lire ce schéma. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché bio ne se fait pas avec les consommateurs qui achètent une fois par mois des produits bio, et que visiblement ceux qui ont cette fréquence d'achat, ils sont plutôt des clients de la grande distribution que des clients des cavistes ou de la vente directe, enfin, en quoi que direct producteur, c'est 20% quand même, mais ils sont plutôt donc des clients de la grande distribution par rapport à des clients des marchés spécialisés. Voilà, et les évolutions donc sont
importante pour ce qui est direct producteur. Ça, là, on est tout aussi dans cette tendance de la proximité et du local, et un peu moins marquée pour les autres segments de marché de distribution. Et puis, alors, bon, là, on a mis une information, donc globalement, en fait, pour se représenter en fait, ces segments de marché, globalement, le marché porteur, enfin, qui est en croissance aujourd'hui, c'est le marché de la distribution spécialisée bio, même si elle ne représente pas encore autant que la grande distribution. Et le produit d'entrée, en fait, pour des gens qui viennent dans ce secteur-là, c'est le fruit et légumes, en fait. Donc le secteur, le vin n'est pas le produit d'appel dans les surfaces bio. Et alors, le consommateur bio, donc on a, pour observer un peu au niveau des inquiétudes sur la santé, puisque le vin, c'est pas forcément le produit santé par excellence, même si le vin bio est perçu comme ayant un intérêt santé par rapport au vin conventionnel. En fait, le consommateur bio, donc là, on vous a mis des données de Nutrinet Santé. Le profil type du consommateur bio, c'est quelqu'un qui consomme moins d'alcool que la moyenne du consommateur et qui a une alimentation avec plus de produits végétaux et moins de produits raffinés. Donc globalement, on est plus proche des recommandations du plan national nutrition santé et on est moins porté globalement, quand on est consommateur bio, vers la consommation d'alcool. Voilà, ceci est pour recadrer un petit peu en fait ce que peut représenter le vin dans un mode alimentaire global d'un consommateur et en particulier d'un consommateur bio. Voilà, je pense que j'ai été assez rapide. Voilà, j'espère. Valérie va nous le dire. Et on reste à disposition pour des questions éventuelles. Merci beaucoup, Guénaëlle, France. Est-ce qu'il y a des questions ? Je pense qu'il peut y avoir pas mal de questions, beaucoup d'informations. Voilà, pardon. Merci. Bonjour, merci pour vos présentations. Donc Anne Hubert pour Vigneron Bio Nouvelle-Aquitaine. Moi, j'avais une question par rapport à la répartition du coup des ventes en valeur. Est-ce que vous avez ces informations aussi en volume? Alors du coup, c'est pas des ventes, c'est les achats, si j'ai bien compris. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir les volumes. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire là où oui, on va les fournir. Et notamment, là, on est sur les données 2024. Donc, on a quelques données en volume. Enfin, il y en avait aussi dans la slide. Voilà. Mais je vous invite à vous tourner vers l'équipe de l'Observatoire de l'Agence Bio pour avoir d'éventuels détails sur ce qu'on pourrait avoir en volume. Parfait, merci. Bonjour, merci également pour votre présentation. Lydia, Distillerie Bologne, en Guadeloupe. Est-ce que vous avez des chiffres sur les spiritueux bio, puisque là c'était essentiellement sur le vin. Est-ce que sur les spiritueux, et notamment, je prêche pour ma paroisse, le rhum agricole français, vous auriez des insights? Alors, on a plus de détails, parce que en fait, là, on a fait vraiment ce qui est en macro. On a plus de détails. Allez descendre jusqu'au rhum agricole bio. Je suis pas très sûre, mais c'est pareil. En fait, voilà. Et on peut le cas échéant chercher à avoir le détail sur certains types de produits, puisque on est plutôt par grande catégorie en fait. Et il faut qu'on regarde plus en détail si une donnée est demandée. Là aujourd'hui, je ne peux pas vous donner le chiffre du rhum agricole bio français. Ah, sur les spiritueux, oui, ça on a plus de détails, effectivement. D'autres questions ? Non, alors, du coup, je me permets peut-être une petite question aussi pour. On parlait donc des jeunes consommateurs, hein, effectivement un peu cette tendance de baisse de consommation d'alcool en général et baisse de consommation de vin. Et en même temps, ces jeunes consommateurs, ils sont très tournés finalement sur les notions de bio, d'environnement, de respect. Ils sont très attentifs à ça. Alors, comment arriver concrètement finalement à soit les réconcilier, soit les conforter sur l'approche de
de la consommation de vin patrimoine français, bio, quand même levier de production durable, donc pour arriver à associer les deux. Je ne sais pas si Guénaël, vous avez quelques pistes à donner à nos professionnels. C'est vrai qu'à travers l'enquête, on voit plusieurs pistes qui concernent à la fois les plus jeunes, mais les consommateurs de bio en général, parce qu'il y a deux, comme en marketing basique, il y a deux choses, c'est-à-dire comment on fait consommer plus les consommateurs actuels et comment est-ce qu'on acquiert de nouveaux consommateurs. Et ce que nous disent en tout cas les consommateurs actuels, et qui est finalement dans la prolongation aussi, à part les plus fermés, vous vous souvenez, qui eux sont dans un peu le monde d'avant de l'alimentation et du vin en général. Et donc, en tout cas, ce qu'on voit et ce qui est conforté par les chiffres de Laurence, c'est alors l'information, c'est très compliqué l'information, parce que on est dans un univers qui est saturé d'informations. Et donc, si aujourd'hui on travaille à l'Obsoco sur la fatigue informationnelle, la fatigue du consommateur, elle est énorme en fait. Et d'ailleurs, c'est un des questionnements vis-à-vis du bio, c'est-à-dire à un moment donné, il y a tellement d'informations sur les produits alimentaires, il y a eu tellement une explosion de tous les certifications, labels et autres mentions sur les produits alimentaires que le consommateur finit par être un peu perdu. Donc ça c'est compliqué. En revanche, en effet, l'information c'est compliqué, mais à travers l'histoire qu'on peut raconter, il y a plein d'histoires à raconter qui raccrochent avec les préoccupations des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant vous aviez quelques tuyaux pour informer et vous balanciez votre information et le consommateur était assez réceptif. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une fragmentation de tous les canaux. Il faut rentrer par l'intérêt des consommateurs. Donc en matière de communication, et vous voyez, chacun n'a pas le même intérêt. Mais néanmoins, on voit que le bio associé au plaisir, au naturel, au local, à toutes ces valeurs-là, en fait, quand on rentre par là, pour beaucoup de consommateurs, ça va parler. Ça ne va pas être l'entrée forcément, pour certains, ça va être l'entrée environnement. Difficile de communiquer sur la santé pour un produit alcoolisé, mais néanmoins, en fait, tout ce qui est naturel, naturalité, local, etc., on peut jouer beaucoup là-dessus. Et puis, l'autre levier, il est beaucoup plus logistique, technique et Laurence en parlait, c'est la diffusion, c'est la distribution. Et ça va être le conseil. Donc c'est comment est-ce qu'on va sophistiquer, comment est-ce qu'on va pouvoir aller à la rencontre du consommateur qui, pour l'instant, contrairement, et tu le disais très bien, c'est-à-dire dans son parcours d'achat, il ne va pas rencontrer le bio naturellement. Il va aller chez le caviste ou il va aller chez le producteur, c'est la majeure partie, c'est ce que tu disais, mais sur son parcours d'achat, il ne va pas trouver le bio. Donc comment est-ce qu'on fait pour mettre le bio sur son parcours d'achat ? Que ce soit un parcours d'achat alimentaire ou que ce soit son mode de vie et son parcours d'achat on a travaillé beaucoup aussi sur tout ce qui était RHD. La RHD, en fait, on ne trouve pas beaucoup non plus de bio. Le consommateur, il ne trouve pas non plus beaucoup de bio. Et c'est un parcours d'achat. Si vous, aujourd'hui, les plus jeunes, alors ils ont des modes de consommation qui peuvent être très différents, mais ils vont aussi être beaucoup sur la livraison. Je vous mets au défi de trouver de la livraison où vous pouvez vous faire livrer de la bière, vous pouvez lui faire très peu de vin et encore moins de bio. Donc il y a des choses comme ça en fait à réfléchir à la fois en termes de communication et puis sans doute aussi en termes de distribution. Non, alors sur l'information, nous, on a pris là un parti un peu différent en perspective du Salon international de l'agriculture. Alors d'abord, on avait pris déjà un parti différent en fait il y a 1 an ou 2 quand on a commencé à réfléchir à la campagne de promotion qu'on fait sur le bio. C'est Bio la France. Enfin, vous avez la déclinaison C'est Bio l'Occitanie qu'on voit partout sur les affiches. Et ça, en fait, donc on avait pris ce parti parce qu'on voyait que les leviers pour aller vers la consommation bio étaient devenus un peu moins la santé et l'environnement. En fait, il y a une période. Là, il se trouve que la santé et l'environnement, en fait, reviennent en force dans les moteurs de consommation de bio. Et je pense qu'il n'y a pas tellement de secret, en fait, vu l'année qui vient de s'écouler, dès qu'on parle de loi du plomb, etc. Je pense que la préoccupation santé-environnement revient en force, en fait. Donc, je pense que c'est un bon VRP pour le bio, indirectement.
Donc ça, c'est peut-être la première chose. Il y a aussi, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure, mais peut-être que tu peux le confirmer, l'environnement informationnel, enfin global, dans lequel on évolue, a une incidence sur la façon dont on répond et à la façon dont on consomme. Mais en fait, c'est très vrai. On a observé, je pense, ensemble aussi la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne se posait pas beaucoup de questions sur ce qu'on mangeait ou sur ce qu'on buvait. Et puis, la préoccupation environnementale est arrivée. La préoccupation pour la santé qui est arrimée à la préoccupation environnementale, en fait, un bénéfice individuel, bénéfice collectif. Et à un moment donné, chez les consommateurs, c'était pas que c'était un peu antithétique, mais en gros, il y avait manger bon et manger sain. Sauf que maintenant, on est passé à une étape supérieure, c'est-à-dire qu'on veut manger bon et sain. Et donc là, ce qu'on voit, alors avec de temps en temps, effectivement, un petit peu plus de sain, parce qu'il y a eu des scandales ou parce qu'il y a eu des débats, ou etc. Mais en France, on veut manger bon, il faut que ça soit bon. Et l'exigence d'un produit de qualité, en fait, elle est décuplée, parce qu'avant, il s'agissait juste que ça soit bon. Maintenant, il faut que ça soit bon et sain à la fois, équilibré. Et donc, je pense que, et c'est aussi pour ça que la notion de plaisir que vous avez ramenée, elle est très importante, parce qu'en fait, il y avait eu cette idée aussi que le bio c'est sain, mais c'est pas forcément très bon, quoi. Enfin, j'exagère un peu mais ce qui est pas le cas. Et ce qui n'est pas le cas, et ce que les consommateurs nous disent aussi. Donc il faut aussi continuer à jouer sur le plaisir beaucoup, parce que ça parle vraiment aux gens. Et je pense que la clé d'entrée environnementale, elle est très importante pour certains consommateurs, mais la clé d'entrée de la santé pour d'autres, et la clé d'entrée du plaisir pour tout le monde. Domaine de Montélis. Oui, j'avais juste une question à vous en tant que représentante de l'agence du bio. Est-ce qu'en ce qui concerne l'accessibilité des consommateurs au label, il est envisagé de les simplifier finalement, parce qu'ils sont très nombreux, un peu incompréhensibles et inaccessibles. Donc la solution, ce serait peut-être de remettre un peu d'ordre et essayer d'en limiter le nombre. Alors, ça ne fait pas partie des compétences de l'agence bio, hélas. Autrement, ça serait fait depuis longtemps. Voilà. Je pensais. Non, alors, donc, il y a des labels qui sont publics et donc qui ont une existence et qui ont une certification, etc. Ouais. Donc, je pense que c'est intéressant d'expliquer ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas. Et puis il y a des labels privés. En fait, il y a des marques, des allégations totalement privées. Et là, c'est le travail de la répression des fraudes de vérifier que ce qui est raconté est vrai ou pas. Donc, alors je pensais que vous aviez quand même un rôle de conseil dans ce domaine pour justement faire en sorte que la communication dans ce domaine soit plus efficace. Alors, notre ligne de conduite en fait sur la communication, c'est une communication positive et non dénigrante, etc. Donc en fait, je pense qu'il faut prendre, et on a commencé à prendre un peu le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire, et d'ailleurs, je pense que sur le PowerPoint de Gwenaël, il y avait quelques idées quand même, des petites croquettes qui pourraient nous servir. Quand on dit est-ce que HVE, ça veut dire bio, par exemple? Les gens ne savent pas. Mais les gens ne savent pas. Et en fait, voilà, notre façon de faire, là, qu'on a envisagé, et on a commencé donc à publier sur notre site, et puis on va le faire encore au Salon de l'Agriculture, c'est des idées fausses. Les idées fausses sur le bio, et en fait, c'est assez efficace. Enfin, pour avoir testé une ou deux fiches qu'on a déployées auprès de gens qui pensaient que, par exemple, aller acheter chez son voisin qui est presque bio, bah, c'était bien. Voilà, il y a des idées comme ça en fait qu'il faut démonter. Et donc, ce que disaient les gens, enfin, la zone grise là où ils ne savaient pas, où ils savent pas si un vin méthode nature est bio, si un vin nature est bio, si un vin HVE est bio, etc. Je pense que ça, on va se régaler quoi avec ça pour faire les idées fausses sur le vin. En fait, je pense que c'est voilà, il faut vraiment qu'on déploie ce type de. Je pense que c'est le type de communication qui est peut-être plus efficace que dire un vin bio, voilà ce que c'est. Enfin. Bon, ça c'est trop. De toute façon, ça rentre pas sur une étiquette, donc le temps d'attention, c'est trop long. Mais par exemple, est-ce que mon vin HVE est bio ?
Bon, en plus, c'est facile de répondre. Donc, enfin, voilà, ça fait partie des choses, je pense, où là, on a, nous, au niveau national, peut-être une valeur ajoutée, justement, pour pouvoir fournir ou faire le travail en amont, et puis après, chaque réseau peut se mobiliser ses outils et puis les faire fructifier à chaque échelle, quoi, que ce soit éventuellement dans un magasin, dans un salon, dans une interprofession, etc. Merci beaucoup. Je pense qu'on repart avec beaucoup d'idées de communication et de mise en avant de la valeur du vin bio. Je vous remercie pour ces présentations. Je remercie le public pour ces échanges. Et je vous souhaite une bonne journée de salon. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Bon salon.